Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e cours de technique et esthétique du dessin en période de confinement, même si ça y est, c'est le déconfinement. Alors, on a commencé la semaine dernière un projet sur 3 séances qui s'intéressait à la technique de la gouache blanche, du lavis et de la hachure à la plume sur papier teinté. Ce projet, qui va donc être mené sur 3 séances successives, avait pour objectif de s'approprier et réinterpréter une œuvre de David ou Géricault grâce à cette technique, mais aussi par le biais en fait d'un choix narratif assez clair grâce à la composition et notamment à la composition par bloc de valeurs. J'encourage donc les internautes qui nous rejoignent ce soir à regarder la vidéo de la semaine dernière, sans quoi ils risquent d'être un petit peu perdus. Et le cours de ce soir va être divisé en 2 vidéos. Une première vidéo sur le travail de maquette et l'important de faire des recherches dessinées avant de se lancer dans son projet. Cette vidéo a été publiée hier et vous la retrouverez juste avant celle-ci dans la playlist du cours. Et celle-ci, qui vous rappellera les bases de la construction, notamment de la construction et de la proportion d'une scène compliquée avec différents éléments. Alors, moi j'ai donc décidé de faire ma démo sur l'intervention des Sabines de David. Voilà, j'ai choisi ce tableau parce qu'il est extrêmement compliqué et que donc je me suis dit que ça vous motiverait de voir que c'était accessible, vraiment qu'une question de patience et de minutie de construire une scène comme celle-là. Et puis, vous n'êtes pas obligé de sélectionner ce tableau, vous pouvez en prendre qui soit un petit peu plus simple. En tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on a qui peut vraiment nous aider dans ce tableau pour les toutes premières lignes de construction. On voit qu'on a une sorte d'horizon créé par la masse des personnages et cet horizon qui nous dissocie la masse des personnages du ciel, et cet horizon il est un petit peu en dessous des 2/3. Donc en fait on peut déjà imaginer voilà cette ligne qui vient à ras de toutes les têtes et qui vient à peu près aux 2/3 du tableau, et donc on a une bande de ciel. On peut venir chercher aussi la forme visible de ce ciel en partant du coin. Et c'est ce par quoi j'ai commencé. Voilà. En partant du coin, en imaginant la masse globale du ciel, en imaginant voilà ce ciel comme une sorte d'empreinte, de forme, on va pouvoir commencer à caler le rocher, l'architecture et le haut des têtes. Alors là, je vous encourage à regarder plutôt ma main. On voit pas beaucoup les traces de crayon parce que évidemment, c'est important de travailler légèrement. Je vous encourage donc à vous, de votre côté, construire au crayon graphite. Moi là, dans 2 minutes, je change de crayon, je prends une pierre noire pour que vous puissiez davantage voir sur la démo. Mais c'est important quand même de construire légèrement. Donc pour l'instant, vous regardez ma main qui se déplace. En fait des vides du ciel et de la forme des vides du ciel pour créer la grande découpe de la partie supérieure du tableau. J'essaye ensuite de sentir où est le milieu, où est la verticale du milieu de mon tableau pour voir avec quoi elle coïncide comme personnage, et je mets des rythmes de l'architecture pour voir comment chacune de ces lignes d'architecture va venir coïncider avec un personnage. Ça va être vraiment des repères importants pour la suite. Et je mets donc déjà des repères extrêmement légers, que là vous allez avoir du mal à voir, mais que je vais reprendre après, pour venir placer la femme qui tient son bébé, le grand bouclier, et les têtes des personnages principaux, là où elles coïncident avec les arêtes des architectures. Donc là, je reprends la forme de ce rocher en m'intéressant vraiment à sa masse comme silhouette, et donc je place ces verticales d'architecture qui viendront vraiment m'aider après. Dans tous les cas, on commence notre dessin vraiment par des grands axes, des grandes diagonales, des grandes horizontales, des grandes verticales. C'est intéressant aussi de placer l'espèce de lance, de drapeau qu'on a à droite là dans le ciel, parce qu'elle nous donne aussi après l'emplacement du personnage qui tient donc le gros bouclier. Et pour tous les éléments architecturaux, on essaye de percevoir leurs proportions, hauteur-largeur, à quel point ces différents rectangles sont allongés ou tassés. Donc on a à la fois la masse globale de l'architecture et ensuite on la décompose en sous-forme pour bien la proportionner. Puisque comme on va avoir besoin de ces verticalités pour placer les personnages, on a besoin vraiment qu'elles soient justes. Donc au début, c'est vraiment que une sorte de découpe, très basique, sans aucun détail. Il faut surtout pas démarrer par du détail. On peut aussi dessiner en levant sa main, c'est-à-dire en imaginant les rapports d'un point à un autre. Ça marche très bien.
Et quand on commence à placer un personnage, il faut qu'on en place les limites en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc, comme j'ai commencé par le ciel et par l'architecture, quand je place mon personnage principal de droite, quelle est sa limite gauche par rapport à l'architecture, quelle est sa limite droite par rapport au ciel, et où sont placés ses pieds par rapport à la bande de sol. Et les premières marques que je mets pour ce personnage c'est vraiment 2-3 axes. Je mets surtout aucun détail puisque pour l'instant je ne suis pas sûre de moi. C'est juste un emplacement approximatif. Et ce premier personnage m'aide à placer ensuite les autres. Donc je regarde le rapport entre le haut du casque de ce personnage et ma femme, la femme qui est donc l'autre personnage principal. Et je vois que la femme a une tête beaucoup plus basse. Et je regarde, je crée un lien entre le casque, le haut de la tête de la femme, et puis les pieds de l'homme et les pieds de la femme. Donc je mets d'axes, de polygones d'enveloppe pour bien sentir leur proportion ensemble à ces deux personnages, leur rapport. Et je mets également des vides entre les deux personnages pour bien les proportionner. Donc on est essentiellement dans un travail par axe et par forme. De même, quand je mets la femme qui est accroupie à droite de notre héroïne, je regarde où est la hauteur de sa tête par rapport à cette première femme et par rapport au bouclier. Et où est-ce que également se trouve la limite inférieure de cette femme par rapport aux pieds de l'homme au bouclier. Et surtout, je n'investis pas plus que ça mon dessin. Ce sont vraiment des formes très rudimentaires puisque tout ça va bouger de plusieurs millimètres. Donc, je ne peux pas me permettre d'investir du temps dans quelque chose qui sera remis en question dans très peu de temps, en fait. Donc, une fois que j'ai ce premier groupe de 3 personnages, je vais avancer vers la gauche, mais je vais devoir vérifier que ça coïncide bien avec la proportion de l'architecture que j'ai mis au-dessus. Donc rappelez-vous bien de tout ce qu'on a vu en cours par rapport à la construction, c'est-à-dire que pour être juste, on peut pas simplement suivre une ligne, suivre un contour et espérer qu'au bout du compte ça fonctionne. On doit triangulariser en fait. C'est la vérité de plusieurs éléments ensemble qui nous donne une objectivité. Donc cet homme au bouclier, il est à cet endroit-là, de cette largeur-là et de cette hauteur-là, parce qu'on l'a vérifié à la fois avec le ciel, avec l'architecture, avec le palmier, avec la femme, etc. Tous les éléments doivent être vérifiés les uns ensemble. Donc on peut tirer parfois, on peut céder parfois de tout petits vides, tout petits rapports entre deux éléments très proches, mais il faut jamais oublier de prendre aussi des repères par rapport à des éléments très éloignés. Par exemple, on peut chercher un repère entre le haut de l'architecture et le haut du casque, entre la hauteur du bouclier et la hauteur du bouclier qu'on retrouvera de l'autre côté à gauche, entre par exemple la diagonale de la lance du drapeau qui est dans le ciel et la diagonale du buste du personnage de droite. Voilà, donc on cherche à la fois des distances entre des éléments très proches, mais aussi des éléments très éloignés. Et c'est toutes ces recherches-là de distance, toutes ces mesures-là qui à la fin nous donnent quelque chose de juste. Voilà, il n'y a pas de secret en fait, hein. C'est-à-dire que si vous voulez progresser en construction, vous devez éduquer votre œil. Ou alors vous vous servez d'une mise au carreau, mais vous êtes à jamais dépendant d'un outil comme une règle et une mise au carreau, ce qui est complètement absurde. Et pour éduquer son œil, il faut prendre des distances. Voilà. Donc au début, on doit faire l'effort de chercher ces rapports, ces distances, quitte à les formaliser d'ailleurs avec des lignes, avec des axes qui n'existent pas dans la réalité, hein, mais on peut chercher par exemple un axe entre le haut du casque à droite et puis le bébé en haut à gauche. On peut chercher un axe de cette tête de bébé jusqu'au casque de l'autre soldat en bas à gauche, etc. Donc, plus on va chercher et construire, mieux ce sera construit. C'est illusoire de penser qu'on peut attaquer ce dessin par des détails, des contours et des formes toutes précises, alors que c'est quand même très complexe. Il y a énormément d'éléments qui avec des différences d'échelle. Il faut tout mesurer, tout préciser. Donc, évidemment, on est d'abord très rudimentaire et très grossier. Et quand on a tout mis en place, on peut commencer à préciser.
Et là, ce degré de précision, c'est à vous de voir à quel moment vous voulez vous arrêter dans la précision. Moi, je me suis arrêtée à 70%. J'aurais pu être beaucoup plus précise, aller chercher vraiment au demi-millimètre près chaque pan de tissu. Parfois, j'ai un bras un poil trop long, parfois j'ai une tête un petit poil trop petite. Bon, j'aurais pu travailler encore 4 heures sur cette construction pour qu'elle soit parfaite. Voilà. Après, la perfection ne m'intéresse pas, donc je ne l'ai pas fait. Puis j'ai pas non plus forcément le temps. Mais là, ce degré de précision dans la construction, c'est à vous de voir où vous en mettez la limite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est régi par les mêmes principes, c'est-à-dire qu'il faut chercher des mesures et des distances et des rapports entre les éléments. Autre chose aussi, bien sûr, c'est que au fur et à mesure qu'on avance et qu'on commence à être un peu plus sûr de nous, eh bien, c'est là qu'on commence à venir appuyer un peu plus. Alors, là, moi, j'ai filmé à la pierre noire pour que vous voyez, parce qu'avec la caméra, sinon, on voyait rien. Le graphite, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça se gomme sans trop abîmer le papier. La pierre noire, le problème, c'est que ça se délave quand on viendra mettre du lavis ou de la gouache dessus. Donc, c'est vraiment pas top. Je l'ai fait pour vous, mais là, on aurait quand même été mieux au graphite. Voilà. Ou alors, il faut avoir une main hyper assurée, ou alors il faut accepter le fait que notre dessin soit pas parfaitement bien construit. Donc là, je commence à réaffirmer sur ces personnages principaux. Dans ma maquette, moi, j'ai décidé de me concentrer essentiellement sur la femme du milieu et les 2 hommes au bouclier. Donc, je vais venir préciser essentiellement ce personnage-là, et je vais pas vraiment venir avancer, construire le reste, en fait. Le reste, je vais le laisser dans une espèce de magma pas très précis, assez approximatif. Donc là, je peux commencer à appuyer un peu plus et ça fait du bien parce que ça me permet d'y voir un peu plus clair. Voilà, et pour finir, pour ces explications concernant la construction, quand vous réalisez que vous avez un bug quelque part, ce qui m'est arrivé aussi moi à un moment donné, je crois que c'était le bébé qui était mal placé ou je sais plus, vous devez revenir à la source, vous devez revenir à une zone où vous êtes sûr de vous. Voilà, moi en l'occurrence, ma zone entre guillemets de référence, c'est l'espace vide entre la femme qui écarte les bras et le bouclier. Voilà. Donc, quand on réalise qu'à un moment donné ça bug dans le dessin, on revient à cette zone-là et on recherche nos repères à partir de cette zone-là et on recorrige à partir de cette zone-là. C'est très important d'avoir une zone de référence, une sorte de nœud dans le dessin à partir duquel on revérifie tout, parce que sinon évidemment, si on réalise, moi je sais pas, imaginez que on se dise que mince, le bébé est trop haut par rapport à l'homme au bouclier à gauche. Bon, alors je baisse le bébé, mais peut-être que le bébé en fait il était juste par rapport à l'homme au bouclier à droite. Alors qu'est-ce que je fais une fois que j'ai baissé le bébé? Je remonte le personnage de droite et puis là je joue au chat et à la souris dans tout mon dessin. Et évidemment, parce qu'on a des éléments, il y a tellement d'éléments que il faut absolument une sorte de nœud, une sorte de source pour pouvoir tout unir autour de cette source-là, que tout soit cohérent à partir de cette zone-là. Ça, c'est super important que vous la définissiez, cette zone. C'est ce que moi, je nomme, auprès de mes élèves, j'appelle ça la zone de vérité, c'est la zone de référence. C'est la zone par rapport à laquelle on corrige. On revient à cette zone-là pour se corriger. Donc pour résumer, on construit en s'aidant de grands axes, des horizontales, des verticales, des diagonales. On construit en cherchant des grandes formes, des formes basiques qu'on perçoit par leur masse et non pas par leur contour. Donc là, la forme des architectures, la forme de la découpe du ciel, la forme aussi de la bande totale créée par les personnages. Ok. Ensuite, on a besoin de commencer par un personnage et ensuite de chercher tous les vides et tous les rapports de hauteur entre les têtes, entre les pieds, etc. pour venir articuler les autres personnages. Et on a besoin d'une zone de vérité grâce à laquelle on se corrige. Bon, évidemment, en fonction des maquettes que vous avez faites, en fonction de ce que vous avez envie de détailler, c'est pas la peine de venir préciser tout le tableau, d'accord? Là, en réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 3 personnages du premier plan. Donc, je vais pas pousser aussi loin ma construction dans les arrière-plans que dans les premiers plans. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de tout préciser. Par exemple, là, le groupe de droite avec le personnage qui s'en va vers le cadre et puis les 2 chevaux, je l'ai à peine suggéré. Et c'est ça aussi qui est intéressant d'ailleurs dans les dessins de Géricault notamment. C'est ça qui est magnifique, c'est ces zones suggérées. Voilà, donc on a besoin de tout placer approximativement, mais on n'a pas besoin de tout monter au détail.
Voilà, on s'arrête pour la construction et on n'oublie pas bien sûr de passer un petit coup de gomme mie-de-pain pour enlever les lignes parasites, donc même gomme blanche pour enlever les lignes qui sont fausses, gomme mie-de-pain pour estomper notre construction et pouvoir travailler, pouvoir démarrer le travail de gouache blanche. Alors, plusieurs remarques. Déjà, l'idée c'est que vous soyez familiarisé avec vos pinceaux. On n'attaque pas comme ça à la one again. On teste la liquidité de sa gouache. On a les marges de notre dessin pour tester nos petits traits, nos petits gestes, nos petits empattements. Là, moi, j'y suis allée bille en tête comme une dingue et ça a un peu bavouillé, mais c'est pas très grave. Je me suis rattrapée après. Mais voilà, vous avez les marges de votre dessin pour faire vos essais. Deuxièmement, si vous avez envie d'être très propre et très minutieux, n'hésitez pas à détourer au crayon graphite les zones que vous voulez mettre en blanc pour pas avoir à penser au moment où vous appliquez votre peinture à la fois à l'application et à la forme des taches que vous mettez. Ça prend plus de temps mais ça peut vous éviter de vous planter. Donc vous pouvez vraiment faire ça. Moi dans ma maquette, j'ai décidé en fait de mettre en valeur uniquement la femme qui sépare les deux hommes. Donc cette femme, je vais la faire très blanche, ça va être extrêmement mielleux et manichéen. Cette femme, symbole de paix, est très blanche et mes zones les plus sombres seront sur ces deux hommes qui sont donc qui auront donc des zones très très noires, voilà. Et en fait, je vais créer une sorte d'écho dans le ciel avec pareil une nuée plutôt lumineuse entourée de nuages gris. Et le reste, je le plonge dans des valeurs moyennes. Donc là, j'attaque mes lumières sur cette femme. Et vous devez absolument avoir entre guillemets les outils qui correspondent à votre projet. C'est-à-dire que bon là moi j'ai pas pu dessiner extrêmement grand parce qu'en fait pour que je réussisse à me filmer il fallait pas que fallait que ça rentre sous ma caméra pour que ça reste d'une bonne définition. Donc j'ai un tout petit pinceau pour les lumières sur cette femme parce que pour pouvoir dessiner un visage qui fait même pas 1 centimètre de haut il faut un petit pinceau. Donc adaptez bien la taille de vos outils à votre projet. Si jamais vous n'avez pas le choix dans vos outils, vous n'avez que des gros outils, eh bien vous devez dessiner grand ou alors vous devez accepter avoir quelque chose d'assez flou, un peu comme le premier dessin de Jéricho de la course de chevaux que j'avais montré la semaine dernière où en fin de compte c'était des grosses masses pas extrêmement subtiles. Là, en tout cas, je vais monter tous les blancs de ma scène. Alors, vous voyez qu'au niveau du ciel, ça a grisé. Alors, c'est pas inintéressant cette question du gris qui vient en plus du beige rouille, mais bon, c'est encore un autre sujet, on en parlera une autre fois. Là, ça a grisé. Pourquoi? Parce que moi, j'ai construit à la pierre noire et que j'avais mal gommé à la mie-de-pain et que donc mon blanc est venu se mélanger avec ma pierre noire, ce qui vient de créer du gris. En tout cas, je viens bien mettre tous mes rayons de lumière sur les 3 personnages qui m'intéressent et dans le ciel. Je n'en mets nulle part ailleurs puisque j'ai envie de créer un focus sur ces zones-là. Rappelez-vous aussi que donc on va avoir éventuellement, selon vos projets et selon votre temps de travail, votre rapidité de travail, on peut avoir un seul blanc, on peut avoir 2 passages de blanc. Voilà, le papier a tendance à absorber le premier passage de gouache et à le rendre assez discret. Donc c'est pas mal quand même de pouvoir revenir avec un deuxième, au moins par accent, mais vous faites aussi en fonction de l'opacité de votre peinture. Voilà, le ciel est pas dingo pour l'instant, mais j'aurai largement le temps de revenir dessus. Et puis, une fois qu'on a placé ces rayons de blanc, ce passage, cette étape de blanc, eh bien, on passe au premier lavis. Donc, à vous, encore une fois, de voir la densité, la valeur de ce lavis. Est-ce que vous voulez qu'il soit 1 degré plus sombre que votre arrière-plan, ou 2 degrés, ou 3 degrés? Il faut donc que vous testiez votre lavis en marge de votre dessin, pour que ça corresponde à votre idée, à votre envie. Et pas avoir d'accident du style, ah bah mince, c'était trop sombre. Il faut le voir avant, il faut l'anticiper. Voilà, et c'est super important de connaître son matériel parce qu'au final, moi, vous allez voir que ce premier lavis, que
au contact comme ça, en posant sur le papier, je trouvais bien de la bonne valeur que je voulais, bah en réalité en séchant il devient vraiment extrêmement clair, on n'en voit quasiment plus rien et je vais devoir cuisiner un petit peu pour trouver un lavis qui laisse vraiment la trace que je souhaite. Donc j'ai quasiment perdu une étape. Voilà, elle est pas là pour rien quand même, elle est sympa, mais au final quasiment tout ce que j'ai fait avec cette étape-là, j'ai dû le reprendre après dans un lavis un peu plus sombre. Donc très important de tester son matos, de connaître son papier. Moi je travaille toujours avec le papier un peu d'album photo et je bidouille un peu avec ce que j'ai à l'atelier. Mais en tout cas voilà, très important d'avoir fait les essais préliminaires pour bien connaître ses valeurs et bien connaître les réactions de séchage. Autre chose aussi, le dessin passe par des états intermédiaires qui ne sont pas tous gratifiants. Dans l'absolu, je vous ai dit que il faudrait qu'en fait que le dessin fonctionne à chaque étape, mais c'est vrai sans l'être, parce que là en réalité, moi ce qui va appeler l'œil dans mon dessin, c'est les noirs qu'on récupérera ensuite dans les deux personnages principaux et les noirs très sombres qu'on aura dans le ciel. Et pour l'instant, juste avec mes blancs, bah, comme ils sont très localisés, il n'y a pas une très bonne vue d'ensemble sur ce dessin. Donc il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à son projet et il faut faire confiance à son processus de travail, savoir qu'on va pouvoir monter des choses après et pas être trop pressé. Voilà. Donc voilà, se faire confiance sur son projet et tenir son procédé de travail jusqu'au bout, l'assumer jusqu'au bout parce que ça fonctionnera à la fin. Donc j'ai décidé de laisser moi l'architecture quasiment en valeur de papier, j'ai décidé de monter des blancs forts et des noirs dans le ciel, des blancs très forts sur la jeune femme et d'un gros contraste blanc et noir très fort sur les deux personnages principaux, et tout le reste des personnages, toute cette foule, elle est traitée uniquement en lavis avec vite fait quelques traces de construction de pierre noire. Donc là, on va vraiment procéder par tâches dans toute cette foule. On va baigner comme ça toute la foule d'obscurité et puis travailler par tâches pour venir donner des rythmes de lances, de drapeaux, de casques, etc. Donc on est plutôt au gros pinceau et on n'y va pas avec le dos de la cuillère là, hein. On baigne. On a besoin de donner une sensation d'ensemble. Donc on va pas venir chipoter, chercher des détails, on vient tout noyer dans l'obscurité. Alors vraisemblablement, vous arrêterez à cette étape-là. C'est-à-dire que comme notre objectif ce soir, c'est bien réfléchir à sa maquette, prendre le temps de maqueter, ensuite construire et ensuite voilà commencer à mettre les valeurs. A priori, vous vous arrêterez soit au premier passage de blanc, soit au premier passage de la vie. Là, la démo continue pour que vous compreniez vers où aller, mais ce sera plutôt donc le travail de la semaine prochaine. En tout cas, là, on monte le deuxième lavis. Pour ceux qui font un deuxième lavis, hein, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, comme mon premier lavis était très clair, j'ai voulu monter un deuxième lavis, mais c'est aussi que je travaille vite et que j'ai envie de faire un dessin assez précis. N'hésitez pas à vous fixer aussi, comment dire, un objectif un peu moins détaillé, un peu plus atmosphérique comme ça, et vous pouvez très bien ne faire qu'un seul lavis. En tout cas, là, j'attaque le deuxième lavis et j'ai donc mis de l'encre de Chine dans mon lavis de café pour qu'il soit quand même nettement plus sombre puisque le premier ne me suffisait pas du tout. Et donc, je passe en revue toutes les zones que je veux obscurcir et je fais attention à ne pas venir trop en raconter dans les arrière-plans puisque moi, j'ai envie de créer un focus au niveau des deux personnages du premier plan. Donc, je vais surtout travailler le sombre à cet endroit-là. Je décide aussi de laisser cette femme accroupie à côté du personnage principal en blanc. Je décide de ne pas la rehausser de blanc, de la laisser un peu, voilà, comme ça, de la faire passer un peu aux oubliettes, mais je mets quand même un peu de la vie sombre sur elle. Et je vais venir surtout obscurcir quand même l'arrière-plan autour de la femme en blanc pour que le blanc ressorte encore plus. Bah oui, parce que le blanc ressort encore mieux quand il est sur fond très sombre. Voilà. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que le personnage de droite avec le bouclier, son buste, son casque et son bras sont très sombres et il se détache du cheval blanc. Et de la même manière, le personnage de gauche, l'autre homme au bouclier, la lumière sur son torse se détache aussi énormément parce qu'on a à cet endroit-là un arrière-plan sombre. Donc, sans détailler davantage la foule, je vais quand même venir obscurcir ou éclaircir autour de mes personnages pour les faire ressortir davantage.
Rappelez-vous bien que on aura aussi un passage de hachure soit à la pierre noire, soit à la plume. Donc il faut laisser une place à ce travail-là. Et si on monte des noirs trop forts au lavis, en fait la hachure n'aura absolument aucune utilité. Donc il faut quand même s'arrêter dans les sombres pour pouvoir bien laisser travailler ce travail de hachure. Et puis n'oubliez pas que vraiment une des composantes de valeur de ce dessin, c'est le papier teinté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber un peu dans le piège de recouvrir tout le dessin de blanc et de noir. Il faut bien laisser travailler le papier teinté dans les valeurs intermédiaires, d'une part pour créer des dégradés, hein, puisque par exemple au sein d'un membre qui prendrait la lumière, on aurait, si une lumière venait de gauche, on aurait lumière, puis valeur du papier, puis premier lavis, puis éventuellement deuxième lavis, puis hachure, hein, en dégradé comme ça. Et puis on peut utiliser ce papier teinté aussi pour créer des blocs un peu flous, un peu lointains, un peu dans l'inachevé. Donc n'oubliez pas vraiment de laisser une place à ce papier, ne le bouffez pas. Alors voilà, vous allez pouvoir voir là dans une vidéo donc accélérée, vous allez pouvoir voir comment le dessin continue de se monter avec les sombres qui arrivent un peu partout et puis quelques rayons de blanc supplémentaires pour faire briller les boucliers, les casques, etc. Sur cette vidéo, je n'ai pas encore monté les rayons de hachure et de lignes, je garde ça pour la semaine prochaine. En tout cas, il y a pas mal de petits personnages que je vais quand même venir souligner un peu d'un trait pour leur donner une présence voilà un peu plus importante, notamment les enfants du premier plan et les autres personnages du premier plan, même ceux que je n'ai pas poussés en valeur. On est vraiment là dans un travail méthodique et minutieux dans lequel, a priori, si on suit ce programme, on se plante pas. Hein. Si on place bien chaque étape au bon moment et au bon endroit, a priori, il n'y a pas de plantade. On suit, on suit un programme, on suit une méthode. Voilà. Le dessin, ça n'est pas du tout que la méthode. Voilà, la spontanéité est extrêmement importante, mais c'est pas ce qu'on fait ce soir. Là, on n'est pas dans un travail extrêmement spontané. Cela dit, quand vous avez appris et digéré une technique, eh bien la spontanéité revient, voilà, et on peut être spontané tout en étant méthodique. Mais c'est encore un autre programme. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres tutos pour continuer ce travail. Et puis je retrouve bien sûr mes élèves sur WhatsApp. Et puis pour les autres internautes, donc rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain cours de technique et esthétique du dessin. À très bientôt et bon déconfinement à tous.